Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un petit conte de ma composition, intitulé « Grandeur et misère » d'Arcadie le malchanceux. Arkady Nieczliwi était furieux. En 30 ans de carrière, jamais un truc comme ça ne s'était produit. Enfin, jamais. Peut-être pas quand même. Mais disons que si on voulait retrouver la trace d'une connerie pareille dans son histoire, il fallait chercher loin, très loin. Et c'est justement ça qui rajoutait à sa fureur en même temps qu'il se concentrait pour retrouver son calme. Des souvenirs qu'il croyait enterrés depuis longtemps lui remontaient à la tête avec une sale odeur d'égout, comme par exemple le jour où, 30 ans plus tôt, il avait entendu ces mots prononcés par l'homme qu'alors il admirait le plus. C'était au café Strominka à Moscou, le quartier général de la bande Sokolnichevskaya, qu'il venait d'intégrer. Il n'avait pas rendez-vous, il passait pour dire bonjour, et l'autre là derrière la cloison d'un box qu'il n'avait pas vu et qui disait « Nieczliwi, pour ce boulot, pas question, ce petit con a rien dans le crâne. Dis-moi que tu veux l'envoyer montrer sa belle gueule pour soutirer 2-3 tuyaux sur l'oreiller, là d'accord, mais pas plus. Il n'est pas question qu'il grimpe dans le business, il reste en bas et il fait les courses, point barre. » L'humiliation qu'il avait ressentie à cette lointaine époque ressemblait beaucoup à ce qu'il éprouvait en ce moment. Nieczliwi tentait de retrouver une respiration régulière. Ça commençait à aller un peu mieux. Dans son souvenir, l'humiliation de ce jour-là avait fait place à une décision. Et finalement, avec le temps, on pouvait dire que ça s'était plutôt bien fini. Ça y avait foutu un grand coup, ça c'est sûr. Mais ça lui avait aussi permis de prendre conscience qu'il était temps de grandir et de trouver sa propre voie. Comme quoi parfois le pire peut produire le meilleur. Le goût de chiotte des souvenirs refluait. Maintenant, là, fugitivement, il avait même envie de sourire en repensant à la tronche de l'autre, quand 3 jours plus tard il s'était retrouvé à genoux, suppliant de manière incompréhensible parce qu'on ne parle jamais clairement avec le canon d'un Baïkal 442 entre les dents. Ce matin-là, il avait quitté Moscou en laissant son mentor avec la gueule éparpillée sur le pavé. Personne n'avait jamais su qui avait fait le coup, mais lui avait trouvé sa voie. À partir de ce jour, il n'avait plus commis aucune erreur. Plus jamais il ne s'était laissé aller à négliger le moindre détail, si insignifiant fût-il. Plus jamais il n'avait fait confiance. Plus jamais, jusqu'à aujourd'hui. Il avait 20 ans à l'époque et maintenant 50. À cette pensée, il s'énerva de nouveau. Comment avait-il pu être assez con pour laisser un truc pareil arriver? En même temps, il connaissait la réponse. Il s'était montré négligent. Exactement comme à l'époque, mais pour d'autres raisons. Quand une moitié de lui-même s'engageait dans la pègre et que l'autre se regardait dans le miroir. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il s'était laissé distraire, parce qu'il en avait marre, parce qu'il avait décidé de décrocher après ce coup-là, et que décider que c'est fini, c'est déjà la moitié d'avoir fini. Alors fatal, une moitié de lui était déjà plus là. Ce qui venait de se produire était de sa faute. Il s'agissait maintenant de plus se laisser surprendre. L'Arkady Nieczliwi, qui se croyait déjà en pré-retraite, fallait aller le chercher par la peau du cul et bien y faire comprendre qu'on avait besoin de lui et de toutes ses facultés. Ce qu'il fit, et cela acheva de lui rendre son calme. À présent que tous les morceaux étaient à nouveau rassemblés, que la rage était calmée, les égouts assainis, il fallait penser aux conséquences et tout d'abord récapituler posément. Que s'était-il passé? Quelles avaient été les erreurs commises? Le type devait le retrouver à Moscou. Gare Yaroslavsky, 20 minutes avant le départ du train, et lui filer les infos sur la cible. Première erreur. Avoir accepté ce rencard, au mépris de ses principes les plus élémentaires. D'ordinaire, c'était toujours lui qui fixait les règles pour la réception des consignes. Qui, quoi, où, comment. Alors pourquoi avoir accepté de changer? Réponse? Parce qu'ils n'agissaient pas de clients comme les autres, et que chez eux, on fonctionnait autrement. Il fallait qu'ils s'adaptent, on y avait dit. Le politique fonctionne pas comme le droit commun. À prendre ou à laisser. Deuxième erreur, il aurait dû laisser. Mais c'était son dernier contrat. Et la montagne de fric qu'on lui proposait pour cette cible l'assurait de ne plus jamais avoir besoin de revenir. Enfin, troisième erreur, accepter un contrat avec justement des politiques. Les politiques sont des tordus, des psychopathes, pire que n'importe quel mafieux, ou bien alors des illuminés, des hallucinés de la cause, qui causent justement, et qui causent trop, tout le temps. Avec eux, le jour où ça foire, ils ont qu'à déplacer les mots, les mettre dans un autre ordre, et ils te pondent un nouveau discours, sont jamais responsables. Toi, tu restes au pire qu'un pion, au mieux un martyr de la cause. Quand il avait parlé avec ces gars,
Ils avaient dit que son geste pourrait bien s'inscrire dans l'histoire, qu'il allait être l'un de ceux à qui l'on devait la mort de la grande conspiration des conneries, du blabla, rien à foutre de leurs extases idéologiques. Il avait dit combien? On avait répondu, et c'est à cause du nombre de zéros contenus dans la réponse qu'il avait planté là ses principes. On en revenait toujours au fric, à son pouvoir fascinatoire. Mais à culpa, t'as fait le con, Arcadie, à te juger. Maintenant, vigilance absolue. Bien. Les choses étant éclaircies de ce côté-là, restait l'aspect pragmatique de l'affaire. Le gars se pointe à la gare, comme convenu, et Nietschlivi le repère. Ils s'approchent l'un de l'autre, séparés par une 50aine de mètres. Le gars fait un signe de la main. Nietschlivi répond pas, non mais quel débile, et pourquoi pas une grosse pancarte avec son nom tant qu'on y est. Le type continue d'avancer. Nietschlivi se rend compte qu'il y a un autre type qui suit le premier. Ensuite, ça va très vite. Le deuxième type se rapproche du premier, le dépasse et tourne tout de suite à droite vers la sortie. Le premier type s'écroule. Nietschlivi tourne la tête et voit le deuxième type s'engouffrer dans un taxi. Il se précipite sur le mec au sol. Il y a déjà un attroupement. Sans se démonter, il écarte les curiers. « Poussez-vous, je suis médecin !» Il se penche sur le mec, qui a l'air de vouloir dire quelque chose. Il colle l'oreille sur la bouche qui commence à se remplir de sang. Le gars dit dans un gargouillement, un doigt tendu vers le quai, « Votre cible est dans le train, dernier wagon. Il transporte des documents. Vous devez l'éliminer et prendre les documents. » Sur ce, il casse sa pipe. Nietschlivi se relève, balance à la cantonade. « Appelez une ambulance !» et se casse, direction le train en question. Il s'installe côté couloir, tout au fond du dernier compartiment, de manière à voir le maximum de clients sans avoir personne dans le dos. Il ne peut pas réfléchir à cause de la rage. Les vieux souvenirs commencent à remonter. Voilà pour le rembobinage. En tout, ça aura duré 13 minutes, comme il le constate au cadran de sa montre, desquelles il déduit sa petite introspection, parfumée aux effluves de latrine, environ 7 minutes à vue de nez. Cette conversation avec lui-même lui a remis le cerveau en place. Coup de sifflet sur le quai, les portes se ferment, le train démarre. Arkady Nietschlivi est un passager comme les autres, qui va quelque part, comme tout le monde. Il pense. Il pourrait décider de laisser tomber et de se mettre en quête d'un nouveau contrat, mais ça serait pas facile d'en trouver un aussi juteux, sans compter que les commanditaires ont déjà versé une avance conséquente à laquelle il serait douloureux de renoncer. Et puis si ça marche pas, ça sera pas sa faute. Après tout, si quelqu'un est responsable, c'est bien l'autre Maccabée là-bas sur le quai. Un nouveau sourire se dessine sur les lèvres fines d'Arkady Nietschlivi. Une idée vient d'éclore. Il a là l'occasion de finir en beauté. Un contrat qui serait une véritable œuvre d'art, requérant toute son expérience, son sens de l'observation, toute sa finesse psychologique et toutes ses qualités d'analyse comportementale. Sa décision est prise. Il va le faire à l'instinct. Il va découvrir lui-même sa cible au milieu de tous ces anonymes et il ramènera les documents. Le train roulait. Tchac-tchac régulier des essieux sur les rails. Il avançait avec cette certitude tranquille propre à tous les trains qui invite à la détente. Les passagers commençaient à prendre leurs aises. Certains lisaient des romans, des hebdomadaires, et la presse du jour qui titrait sur la spectaculaire baisse du chômage. D'autres mangeaient, quelques-uns dormaient, et les bavards parlaient à voix basse, probablement eux aussi de la baisse du chômage. Nietschlivi observait tous ces gens de son œil de prédateur, la nonchalance du tigre avant qu'il ne bondisse. Rien dans son attitude n'aurait pu le laisser supposer, mais il avait enfin repéré sa cible. Ça avait d'abord été quelque chose d'infime, d'indéfinissable, qui différenciait ce type des autres. Il avait gardé ça dans un coin de sa tête afin de poursuivre son observation. Il s'était attardé sur chacun des passagers, respirant par tous ses sens ce qui émanait d'eux. Un à un, il les avait éliminés de sa liste. Et à chaque tour, son instinct l'avait ramené à ce petit homme chauve entre deux âges qui tripotait régulièrement son attaché-caisse. Alors il s'était concentré sur les mains. Il y avait un langage dans ses mains. C'était à peine perceptible pour qui n'y prêtait pas attention, mais il suffisait d'y accrocher un regard un peu prolongé pour le voir. Ces mains-là étaient fébriles, inquiètes, trop pâles. Après, des mains, on remontait jusqu'à la tête, et alors tout le reste du corps et de l'âme de cet homme s'ouvrait, s'offrant à la lecture, disant la vérité. Ce qu'il sentait, à présent, il en était sûr, c'était de la peur, de l'angoisse, et un contrôle de soi qui épuisait le bonhomme. Nietschlivi savait que tout autre que lui n'y aurait vu que du feu, mais il savait aussi qu'il était le meilleur.
Le petit homme chauve se leva et se dirigea vers les toilettes, son attaché-caisse serré dans le poing. Nietschilvi prit sa décision. Il suivit le gars jusqu'aux toilettes, jeta un rapide coup d'œil autour de lui, sortit le tournevis de son petit couteau suisse, arma son silencieux, respira un grand coup, regarda autour de lui une dernière fois et enchaîna en quelques secondes. Ouverture du verrou, défonçage de la porte, plop du silencieux, claque de la porte qu'il referme derrière lui. Personne n'était passé, personne n'avait rien vu. Enfermé dans les toilettes, il regardait en face de lui, pantalon défait, et assis sur le trône, le petit homme chauve, la tête collée au mur avec un trou rouge sur le front et une expression de surprise figée dans la mort. Alors il éclata de rire. Le petit homme tenait une boîte d'antidiarrhéique enfermée dans une main. Nietschilvi fouilla nerveusement l'attaché-caisse posée sur le lavabo pour n'y découvrir qu'une série de photocopies d'une entreprise de pneus et quelques sous-vêtements. Il s'était trompé de cible. L'envie de rire revint à nouveau, mais c'était nerveux, il le savait. Il se ressaisit très vite, tira un coup de silencieux dans la fenêtre qui vola en éclats, et résistant à la tornade d'air, souleva le cadavre qu'il balança sur la voie, accompagné de l'attaché-caisse. Épitaphe pour un cave. Il nettoya la tache de sang et sortit des toilettes pour entrer rapidement dans celle d'en face. Devant le miroir, il remit en ordre sa crinière et son costume que le vent et l'effort avaient malmené, se passa de l'eau sur le visage, rejoignit le compartiment et se rassit à sa place. De toute évidence, ça n'était pas son jour de chance. Mais en même temps, c'était pas un VRP chiasseux qu'allait l'empêcher de gagner son billet de sortie. Il se remit à observer les gens. Chapitre 2. Après plusieurs heures d'une observation obstinée, Nietschilvi commençait à douter. Personne dans le wagon ne semblait entrer dans ses critères de sélection. Il avait même décidé, dans le doute, de pousser ses investigations dans les autres voitures, ce qui n'avait pas été facile. Si sa cible était dans le train, forcément, elle se méfiait. Il fallait donc être discret lorsqu'on passait entre les sièges, mais néanmoins très attentif. Il ne pouvait pas s'offrir une seconde bavure. Apparemment, la fenêtre défoncée n'avait pas encore été découverte, mais ça ne saurait tarder. Après être monté au ralenti jusqu'à la locomotive en mimant d'un pas déséquilibré par le mouvement du train pour avoir la possibilité de s'attarder un peu plus sur chaque visage, il était revenu sans plus de succès. Et à présent qu'il avait retrouvé son siège, il commençait à se dire que c'était foutu. La gamine à côté de lui avait mis un casque sur ses oreilles et se trémoussait sur son siège en mâchant du chewing-gum. Le bruit étouffé de la musique et l'expression crétinement béate de la môme lui tapaient sur les nerfs. Il regarda par la fenêtre. Les rails serpentaient à flanc de montagne. Au fond du gouffre qu'il longeait, coulait une rivière traversée par un pont. C'était sauvage et beau. Pour rien au monde, il n'aurait aimé vivre dans un coin pareil. Tout dans le paysage disait à l'homme qui n'était pas ici chez lui. D'ailleurs, s'il y avait quelqu'un, il devait être bien planqué parce que, où que le regard porte, il n'y avait pas trace d'un quelconque village, d'une quelconque présence humaine. Les wagons raclaient les essieux. Le train gravissait péniblement la montagne. On sentait une tension diffuse, comme si chacun s'efforçait de convaincre le train de surmonter l'épreuve par des prières intérieures. Enfin, on parvint sur un plateau. La locomotive reprit de la vitesse, tandis que les passagers s'émerveillaient de l'immensité du point de vue. Nietschilvi se sentait oppressé. Se retrouver perdu comme ça au milieu de nulle part dans un train dont il n'avait rien à foutre, qui roulait plein ouest vers l'Oural ou encore plus loin la Sibérie, lui procurait un désagréable sentiment d'impuissance. Ce pays était trop immense pour un individu. Mais quelque chose venait de changer. Le train perdait de la vitesse. Pourquoi ralentir dans ce désert? Qu'est-ce que ça signifiait? La première pensée de Nietschilvi fut pour les toilettes. Merde, garder son calme. Il jeta un regard vers le bout du wagon, mais rien d'anormal se passait de ce côté des chiottes. Les passagers semblaient juste étonnés de ce soudain ralentissement. Et puis le train s'arrêta sur le quai d'une gare improbable, surgie du néant. Bordel, qu'est-ce qu'une putain de gare venait foutre là? Et surtout, pourquoi s'y arrêter? D'ailleurs, il n'y avait personne sur le quai, et depuis quelques minutes que le train avait stoppé, personne n'était descendu. Nietschilvi pensa immédiatement à un piège. Encore une fois, garder son calme. Il attendit que les premiers curieux se dirigent vers les portes pour se lever à son tour et sortir. Alors ce fut le choc. Il n'y avait plus de train. La saloperie de train avait disparu. Il ne restait sur le quai que le dernier wagon et tous ses passagers abasourdis. Nom de Dieu! Des regards s'accrochèrent.
Les gens se mirent à parler entre eux. Nietschlevy entra dans la gare. Aucun employé. Rien, sinon une bonne couche de poussière qui indiquait clairement que l'endroit était abandonné. Un type qui s'était rué sur une vieille cabine téléphonique en ressortit en criant que la ligne était coupée. Les gens examinaient leur portable et Nietschlevy, comme les autres, constata qu'il n'y avait pas de réseau. À l'extérieur, un incroyable coucher de soleil ensanglantait le ciel. La température avait chuté. Il n'allait pas tarder à faire nuit. Nietschlevy contourna la vieille bâtisse à la recherche d'une route, d'un parking, de quelqu'un, mais rien. Il n'y avait rien, ni personne, à l'exception de 2 vieilles granges à moitié pourries. Il s'assit sur une pierre et réfléchit. La seule explication logique qui lui venait à l'esprit était que le wagon s'était décroché par accident sans que le conducteur de la loco s'en aperçoive. Dans ce cas, il s'en rendrait compte à la prochaine gare et enverrait des secours. Il suffisait de trouver un endroit couvert et d'attendre. D'un autre côté, il ne croyait pas aux coïncidences et que le wagon se soit arrêté là, juste sur le quai désaffecté, lui laissait une sale impression de préméditation. Mais bon, entrer dans une paranoïa n'apporterait rien de bon. Pour l'instant, il fallait composer avec le réel, garder son calme et s'organiser pour la nuit, ce que les autres commençaient à faire d'ailleurs. Il envoyait déjà 2 ou 3 examiner les granges. Il retourna dans la gare. Mieux valait rester proche des rails, c'est par là que les secours arriveraient. Il n'avait rien mangé de la journée. Dans le hall, un groupe s'était formé et partageait des provisions. Il avait faim, mais il n'avait aucune envie de se joindre à eux. Il ne restait plus qu'à attendre, stoïquement. Il alla se caler dans un angle isolé et se servant de son manteau comme d'une couverture s'allongea. Il ressentait une fatigue écrasante. Les événements de la journée, l'oppression de ce paysage solitaire, l'absurdité de la situation. Il fallait prendre de la distance. Impuissant à agir, le mieux était de reprendre des forces. Une voix cria dans son oreille, tandis qu'un bras vigoureux le secouait. « Monsieur, monsieur, vous pouvez pas rester là, le train va partir. Vous n'avez pas entendu le coup de sifflet? Dépêchez-vous, tout le monde est à bord et c'est le dernier départ sur cette ligne. Allez, venez !» Le chef de gare le tirait par le bras en faisant de grands signes au machiniste pour qu'il ne démarre pas. Mais le train roulait déjà et il eut juste le temps de bondir sur un marchepied. La porte, heureusement, n'était pas verrouillée et d'une forte poussée de l'épaule, il pénétra dans le compartiment. C'était le wagon-restaurant. Il y régnait une atmosphère feutrée. Sur les tables, des bougies avaient été allumées. Les passagers avaient retrouvé leur calme et dînaient en souriant. Des serveurs circulaient présentant leur chariot de mets, versant le vin. Le maître d'hôtel lui indiqua une table à laquelle attendait la jeune fille au casque sur les oreilles. En le reconnaissant, elle fit une grosse bulle rose avec son chewing-gum comme une grimace. Le restaurant sentait le renne rôti, un plat qu'il adorait. Mais au moment de s'asseoir, il se souvint que son portefeuille était resté dans sa veste. Il demanda au maître d'hôtel de lui garder la place et promit de revenir illico. Il quitta le restaurant et s'engouffra dans l'enfilade des couloirs. Il y avait beaucoup de monde, c'était bondé. À toutes les places, il y avait des hommes qui portaient des attachés-caisses. Il avait l'air de le reconnaître, car ils lui faisaient tous des petits signes de la main. L'un d'entre eux souleva même sa perruque, comme on fait d'un chapeau, pour le saluer. Parvenu au dernier wagon, il ne trouva pas sa veste et se souvint l'avoir oubliée aux toilettes. Mais lorsqu'il ouvrit la porte de celle-ci, il se trouva nez à nez avec le petit représentant en pneus qui hurlait furieux « Ne voyez-vous pas que votre quête est inutile? Non, vous ne voyez vraiment pas ?» Et il montrait avec son doigt le trou qui lui traversait le crâne. De son autre main, il indiquait la fenêtre cassée. « Sortez maintenant, je vous prie, votre présence ici n'a aucun sens !» Nietschlevy enjamba la fenêtre et se retrouva sur le quai, où un homme était allongé dans une mare de sang. « Vous voilà enfin, dit-il, je commençais à avoir des crampes. Votre renne se trouve dans le portefeuille, il a la forme d'un attaché-caisse, vous devez éliminer la cible et ramener le chewing-gum. » Le portefeuille, bon Dieu, il l'avait oublié. La panique le submergea. C'était impossible, il ne pouvait pas perdre son portefeuille. Il y avait toute sa vie dedans. Si quelqu'un s'en emparait, il saurait tous ses crimes. « De toute façon, nous savons déjà tout, » dit une voix qui résonna dans le silence. Il se trouvait à présent dans une salle de tribunal. Le juge le regardait avec le plus profond mépris. Dans le prétoire se tenaient dignement les victimes de sa longue carrière. Ils se regardaient les uns les autres avec gravité. L'un d'entre eux retira le canon d'un revolver qu'il avait dans la bouche et dit à son voisin « Savez-vous, cher messieurs, que je suis sa première victime? Oui, oui, c'est comme je vous le dis. Et croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. Il est pourri jusqu'à la moelle. » Le juge reprit. « Nous savons tout, monsieur Nietschlevy, et vous auriez mieux fait de rester en enfance plutôt que d'imposer à la société ce que vous êtes devenu. D'ailleurs, vous êtes fini et vous êtes bête. En conséquence, le tribunal vous condamne à revenir d'où vous n'auriez jamais dû partir et à y rester à perpétuité. » 2 gardiens s'emparèrent de lui et le jetèrent brutalement dans un bac à sable.
Les enfants rigolaient et se moquaient de lui. Il était allongé tout son long, du sable plein la bouche. Les gosses riaient. « Vous êtes bête, chantaient-ils. Leurs visages devinrent des têtes de mort. Soudain, l'une d'entre elles ouvrit grand les mâchoires et l'avala. Il fut saisi d'un froid glacial et s'éveilla en sursaut. Son manteau avait glissé sur le carrelage de la gare. Il était trempé de sueur froide. Autour de lui, les gens dormaient. Il sortit, le cœur battant à tout rompre. À l'horizon, le noir devenait bleu sombre. On devinait l'arrivée de l'aurore. Il se mit à marcher sur le vaste plateau, l'oppression quittant peu à peu sa poitrine. Il éprouvait une sensation étrange. La solitude désagréable qu'il avait ressentie la veille en traversant ces lieux lui semblait à présent bien apaisante en regard du cauchemar dont il émergeait. Un sentiment euphorique le gagna. Là, maintenant, plus rien d'autre n'avait d'importance que le fait de vivre. Il resta immobile un long moment. Il se laissait sentir, et ça faisait du bien. Alors l'émotion le submergea. Oh putain, ce que ça faisait du bien! Et d'un coup, face à l'horizon, il fondit en larmes. Le paysage était vraiment magnifique. Le bleu sombre du ciel avait pâli, et l'horizon devenait rose. Il regarda longtemps. Il voyait le ciel et sa vie passer. Il se sentait comme détaché d'elle, libéré de lui-même. C'était la première fois qu'il éprouvait un tel sentiment. Face à l'horizon, il entrevoyait la possibilité d'un avenir. La veille encore, il imaginait sa retraite comme une sorte de convalescence, un repos de lassitude. Maintenant, il savait que ça pourrait être autre chose, le début d'une nouvelle vie. Il revint à la gare en calculant ce qu'il avait en banque. Ça n'était pas énorme, mais finalement ça pourrait suffire en étant économe. S'installer dans un bled, marcher, boire quelques canons avec les gens du coin, et surtout vivre tranquille. Bouquiner le soir au coin du feu, avec la bonne odeur du bois qui craque dans l'âtre. Il pourrait même peut-être se faire quelques copains. Au diable ce putain d'attaché-caisse et la rançon pour complot politique. Le jeu n'en valait pas la chandelle, et franchement il avait plus l'âge. Dans la petite gare, les voyageurs s'étaient réveillés. Il passa devant un groupe qui mangeait des sandwichs. Quelqu'un lui entendit un. Il l'accepta et remercia. Chapitre 3. Vers midi, un hélicoptère apparut dans le ciel. Il s'avança vers la gare et se stabilisa au-dessus. Au bout de quelques instants, une voix sortit des haut-parleurs de l'appareil. « Mesdames, Messieurs, bonjour. Ceci est un message du ministère du Travail dans le cadre de la nouvelle stratégie de lutte contre le chômage. Depuis plusieurs mois que notre politique est en marche. Chez nous, comme chez nos voisins européens, des résultats spectaculaires ont été obtenus. Comme tout ce qui est efficace, cette politique a un prix. Puisqu'au regard des impératifs du marché mondial, il n'est pas possible de créer de l'emploi pour tous, il a été décidé de réduire le nombre de chômeurs. Dans un esprit patriotique, mais aussi transnational et solidaire, nous avons voulu l'égalité des chances face au devoir de sacrifice qui s'impose. C'est pourquoi seul le hasard désignera qui reste et qui part. Dans une action coordonnée avec nos partenaires des pays voisins, il a été décidé de tirer au sort parmi les usagers des différentes compagnies ferroviaires nationales. Ici, c'est vous, ou plutôt le véhicule dans lequel vous vous trouviez, sur la ligne de Sibérie orientale, qui a été désigné cette semaine. Par conséquent, vous êtes à présent en état de déportation. Il est inutile de chercher à fuir, toutes les issues sont gardées. Vous avez le droit d'essayer de trouver des moyens de subsistance personnelle, mais nous devons vous informer que le sol de cette région est stérile et que la faune y est rare. Aussi, pour ceux qui le désirent, nous allons déposer sur le quai de votre gare des capsules de cyanure. La Fédération de Russie, au nom de toutes les générations futures, vous remercie. » Puis l'hélicoptère disparut après avoir déposé la caisse de cyanure. Lorsque le bruit assourdissant des pales et du moteur de l'hélicoptère se fut dissipé, il ne resta plus qu'un silence de plomb sur la petite gare. Les passagers étaient comme pétrifiés, le regard vide, perdu dans le ciel. Mais ça ne dura pas. Quelqu'un lâcha « Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Et ce fut le signal. Aussitôt, l'air matinal s'emplit de voix.
On envoyait des mots les uns contre les autres. On se coupait la parole, on se répondait, on se confirmait, on se contredisait. On produisait du son, encore plus de son qu'on lançait dans l'espace, comme on lancerait du bois au feu pour entretenir la flambée, de peur que la solitude ne nous laisse geler sur place. Il n'était pas question de croire une seconde à une telle absurdité. Dans notre monde, c'était tout simplement une aberration. Ça ne pouvait être qu'une immense blague, un canular. Oui, c'était ça, un canular. Pourquoi en serait-il autrement ? Quelqu'un de l'autre côté allait bien rigoler, et puis 11 après, et tout redeviendrait normal. Les pensées se tournèrent vers les médias. Ça devait être un coup de la télévision. Ouais, c'était ça, la télévision. Quelques années auparavant, pour pimenter la réalité, on avait inventé un concept, la télé-réalité. Des gens dans des situations difficiles ou banales que d'autres gens regardent en se demandant comment eux-mêmes réagissaient s'ils étaient à leur place. Des situations parfois très difficiles, inconfortables, ou à l'inverse, totalement insignifiantes, mais à la fin, tout redevenait normal. C'était vrai et faux à la fois, une invention géniale. Dans un monde normal, il faut s'amuser, se distraire et se faire un peu peur parfois pour sortir du train-train, sinon on finit forcément par s'ennuyer. Dans ce registre ludique, la télévision avait aussi inventé les caméras cachées. Ah, elle savait y faire pour piéger les gens, et même des gens célèbres. Elle savait imaginer des trucs incroyables pour retenir notre attention et placer, et l'Internet maintenant lui emboîtait le pas. Il existait par exemple une émission qui consistait à placer des gens sur une île déserte et à les filmer pour voir comment ils s'en sortaient. Ça ressemblait vachement à ce qu'on était en train de vivre. Peut-être qu'ils expérimentaient un nouveau concept, mêlant les deux idées, une émission de survie en caméra cachée. Allez, c'était sûr, ça pouvait être qu'un truc comme ça. D'ailleurs, quelques personnes proposaient d'organiser une chasse au trésor destinée à découvrir où étaient cachées les caméras. Nietschlivi s'approcha du quai et ouvrit discrètement la caisse laissée là par l'hélico. Il prit l'une des capsules et la coupa en deux pour en respirer l'odeur. Elle était caractéristique, on ne pouvait pas s'y tromper, c'était du vrai cyanure. Un peu costaud pour un canular. D'un coup de pied, il renversa la caisse et fit rouler les capsules sur le sol. Il les piétina afin que la terre absorbe leur poison. Le professionnel refit surface en lui. Fini de rêver. Les pièces du puzzle s'assemblaient d'elles-mêmes. On lui propose un contrat politique visant à démasquer un complot. Pour le convaincre, on lui offre une somme colossale, à la mesure inévitablement de la taille du complot en question. Et si ce qui était censé interrompre son intervention lui tombait justement dessus maintenant ? S'il se retrouvait coincé dans une conspiration énorme que quelqu'un avait découvert et l'avait chargé à son échelle d'homme des mains d'enrayer, ça paraissait crédible. Il commençait à s'en vouloir un petit peu d'avoir traité avec autant de mépris le blabla politique, la merde idéologique, comme il avait coutume de dire. S'il avait posé plus de questions au moment d'accepter le contrat, il comprendrait peut-être un peu mieux la situation dans laquelle il se trouvait aujourd'hui. Le seul moyen d'en savoir plus était de se remettre en quête de ce foutu attaché-caisse. La vérité se trouvait à l'intérieur, forcément. Les circonstances avaient changé. Dans le contexte actuel, le porteur se trouvait de fait beaucoup moins protégé. Le démasquer devenait plus facile. Il balaya l'assemblée du regard et le fumier apparut. Ça pouvait être que lui, là, en retrait des autres, pâle comme un linge. Nietschlivi s'approcha de lui, et lorsqu'il fut assez près, il le saisit discrètement mais fermement par le bras. « Bien, dit-il dans un souffle, vous allez maintenant m'écouter, et surtout pas de mouvement brusque. Vos patrons vous ont sacrifié. Ou alors ils se sont trompés de wagon, ou encore vous n'avez pas été assez rapide pour changer de wagon. Peut-être aussi que vous êtes là pour espionner, contrôler, quoi qu'il en soit. Vous êtes maintenant ici, coincé avec nous. Vous allez me donner votre mallette et le code pour l'ouvrir. Vous allez surtout rien tenter d'idiot. En échange de quoi, je vais m'arranger pour que vous ne soyez pas lynchés. Vous resterez avec moi. Je veux vous avoir à l'œil en permanence. Je vous protège et je vous surveille. » L'homme répondit en tremblant. « Pourquoi vous feriez ça pour moi ? Il n'y a aucune raison. Vous êtes en train de me piéger, dès que vous aurez la mallette, vous me livrerez. » Nietschlivi répondit. « Vous pourrez peut-être servir vivant de monnaie d'échange, on verra ça plus tard. En attendant, une crise d'hystérie collective dans un moment comme celui-ci serait la pire des choses qui puissent nous arriver. Arrêtez de discuter et donnez-moi cette mallette. » L'homme s'exécuta et suivit Nietschlivi qui, dans le brouhaha général, l'emmena à l'arrière de la gare dans l'une des granges. À l'aide d'une corde, il noua les mains de l'homme dans son dos et le tout à une poutre porteuse, puis il se mit à lire les documents. Il lui fallut 1 heure pour éplucher dans le détail le contenu de l'attaché-caisse. C'était pire que ce qu'il avait imaginé. Les victimes d'aujourd'hui étaient loin d'être les premières sur la liste. Le programme d'élimination remontait à plusieurs mois, et la technique était rodée, sans parade. Personne n'avait rien vu venir.
Il aurait sûrement été possible de faire quelque chose au début quand le système n'en était pas encore un, mais on n'avait rien vu ou rien voulu voir, et la machine était devenue indestructible. Ça avait commencé apparemment avec les crises sociales à répétition dans toute l'Europe les 10 dernières années. Les États s'étaient d'abord accordés pour pointer du doigt les parasites sociaux. Ici en Russie, les Tchétchènes, les Bachkirs, les Tchouvaches, entassés dans des cités dortoirs, profitant sans scrupule des largesses de l'État et cachant des terroristes. Ailleurs, les communautés issues des décolonisations. Puis furent incriminés les migrants, Syriens, Irakiens, Somaliens, Éthiopiens, partout, les minorités servirent de bouclier. À la faveur de plusieurs attentats terroristes, l'état d'urgence fut instauré sans que personne ne s'y oppose et les premiers camps secrets furent construits. Dans la plus grande discrétion, des centaines d'indésirables y furent parqués, isolés de tout recours possible en justice. Un bon test. C'est à cette époque que l'idée germa de plusieurs nouveaux facteurs combinés aux précédents. Il y avait à l'avant-plan la paupérisation galopante et le chômage endémique, très utiles par leur impact anxiogène sur les populations, mais constituant, à cause de ces mêmes facteurs anxiogènes, une poudrière sociale permanente qu'un rien pouvait enflammer à n'importe quel moment. La France en avait fait l'expérience avec le mouvement des Gilets jaunes, et aucun de ses voisins ne souhaitait lui emboîter le pas sur ce terrain. Juste après cet épisode social, était survenue la crise sanitaire, le virus meurtrier dont chacun se souvenait encore qui s'abattit sur le monde, infectant des milliers de personnes et créant une psychose planétaire. Ça avait permis le développement accéléré des applications de traçage numérique et les imposa. Les États pouvaient à présent profiler et géolocaliser n'importe qui, n'importe quand. Ces éléments mis bout à bout, chômage, profilage, traçage, sonnèrent alors comme la solution quasi magique d'une équation qu'on avait presque renoncé à résoudre, une sorte d'eureka. Le maître mot devint « régulation des flux », qui régule, contrôle, et ce, en matière de politique comme dans n'importe quelle entreprise. On annonça alors le fameux plan concerté contre le chômage, pour lequel la Russie s'était portée partenaire de l'Europe. Les camps étaient la solution idéale. On y avait d'abord parqué les minorités, puis les étrangers, puis les pauvres de façon plus large, et maintenant on raisonnait en chiffres. Les algorithmes établissaient les normes à appliquer, ainsi que les secteurs socio-professionnels dans lesquels il fallait prélever, selon les fluctuations d'un vaste ensemble de paramètres alignés sur les cours de la bourse. Les données personnelles des usagers des compagnies ferroviaires permettaient de trouver facilement les profils recherchés. Les places dans les wagons étaient attribuées par les applications idoines en fonction des profils à déporter, et chaque semaine, quelques centaines de victimes étaient déposées dans des déserts comme celui-ci. Sur les 900 millions d'habitants de l'Europe et de la Fédération de Russie combinée, ces disparitions passaient complètement inaperçues, sauf à l'échelle locale où elles servaient à entretenir un léger climat d'insécurité juste suffisant pour justifier la prolongation de l'état d'urgence. Depuis la création de ce système, des milliers de personnes avaient ainsi disparu sans laisser de traces. Ça pouvait paraître aberrant que des êtres humains puissent planifier un pareil programme d'éradication des vies humaines, mais finalement, se disait Arkady Nietchlivi, c'est toujours après coup qu'on trouve les choses terribles. Après coup et selon l'endroit d'où l'on regarde. L'horreur en soi n'effraie pas l'homme. Ce qui l'effraie, c'est de la subir, en aucun cas de l'imposer. C'est une loi simple. Dieu est toujours du côté de celui qui porte le fusil. Tandis que l'autre commençait à se plaindre de crampes dans la position inconfortable où Nietchlivi l'avait attaché, celui-ci poursuivait sa réflexion. Il fallait prendre la mesure des choses. L'indignation ne servirait pas à grand-chose. D'ailleurs, il ne s'était jamais indigné de rien. La vie est ce qu'elle est, on fait avec, et là, il s'agit de sauver sa peau. Il y avait que deux solutions, fuir ou rester. Fuir impliquait une très longue marche, sans presque aucune chance de survivre dans le froid et d'aboutir, sinon, devant un peloton d'exécution. Une chance sur des millions d'en réchapper. Si l'on décidait de rester, par contre, ça induisait des sacrifices énormes. Perdre l'espoir de jamais revoir la civilisation, recommencer une vie à zéro dans un environnement hostile, créer une société avec très peu d'individus, sans intimité, s'exposer à des conflits de pouvoir, de force, de sexe, sans possibilité d'aucune manière d'échapper à la collectivité, et vivre en état de privation permanente. Les Inuits et autres peuplades de l'extrême avaient réussi à survivre des millénaires dans des conditions semblables. Alors qui sait, si chacun y mettait du sien, on pourrait peut-être inventer un modèle de société à peu près vivable. Mais Nietchlivi ne pouvait pas y croire. Ce raisonnement qui lui avait pris 10 minutes, il était impossible que l'État ne se le soit pas tenu.
Il était évident qu'en élaborant leur plan de déportation, ils en soient venus à la nécessité de l'extermination. Aucun État au monde n'avait jamais réussi à maintenir un peuple en esclavage sans qu'un jour, même lointain, celui-ci ne se rebelle et ne le renverse. Seuls les morts ne sont plus dangereux. L'évidence s'imposa à lui. Dans quelques jours, une semaine, un mois, une année peut-être, les soldats viendraient pour les détruire. Le plus probable était qu'on les laisse s'affaiblir suffisamment pour qu'il n'y ait pas de résistance. Après, on sonnerait l'Halali et c'en serait fini. Alors, bordel, que faire? Une chance sur des millions, si on choisit la fuite? Mais c'est quand même mieux que pas de chance du tout. Il allait falloir les convaincre tous dans cette gare. Ensuite, il faudrait penser en termes de guerre. Une guerre perdue d'avance, mais qu'il faudrait gagner. Chapitre 4. Mais tout d'abord, que faire de la raclure attachée à la poutre? L'animal n'emmenait pas large. Son visage affichait une expression inerte et imbécile, due probablement à la fatigue, à l'émotion, à la peur, va savoir, peut-être même à la mauvaise conscience, qui sait. Nietcheville dévisagea. « Et toi, tu savais? T'en as envoyé combien comme ça à l'abattoir avant que ça te tombe sur la gueule à ton tour ?» Pour être franc, j'ai pas compté. Mais vous savez, j'ai pas eu le choix. C'était ça ou perdre ma place, je pouvais rien faire, il tenait tous mes comptes, répondit l'autre en tremblant. Ah ouais. Ils tiennent tes comptes, et toi, ils te tiennent comme on tient une arme parfaitement ajustée à la main. T'es pas responsable puisque tu n'es qu'une arme. Un revolver, ça peut pas avoir mauvaise conscience en soi. Il y est pour rien si on tire avec. Pas vrai? C'est un peu ce que tu dis, non? L'homme secoua la tête d'un air soumis. Oui. Eh bien, je vais te présenter un frangin à toi, continua Nietcheville en sortant son Baïkal de l'étui. Tu vois, lui non plus, il n'est pas responsable des dégâts qu'il cause. J'ai réfléchi à ce que je te disais tout à l'heure. En fait, je crois pas que tu puisses servir de monnaie d'échange. Les flingues, on en trouve dans toutes les armureries. Je vois pas vraiment à quoi tu pourrais servir. T'as rien de spécial comme modèle. Je pense que tu avais raison sur un autre point aussi. Il fallait pas me faire confiance. Je te souhaiterais bien un bon voyage, mais ça serait pas sincère. Sur ce, Nietcheville vissa le silencieux, appuya sur la détente et le type s'effondra. Il le porta sur une courte distance et dissimula le corps derrière un amas de rochers, puis il revint vers la gare. De toute façon, se disait-il, on ne pourra pas tous s'en sortir. Beaucoup sont trop faibles pour traverser le plateau, ou trop vieux, ou trop jeunes. Il décida de choisir lui-même parmi les passagers ceux qui l'accompagneraient, qui formeraient un petit commando efficace avec lequel il tenterait de passer en force, d'alerter l'opinion publique et de revenir chercher les autres. C'était indiscutablement ce qu'il avait de mieux à faire, selon lui. Après quelques heures de recherche, il se trouva à la tête d'un petit groupe de 5 personnes. Un militaire en permission, la jeune mastiqueuse de chewing-gum qui finalement, du haut de ses 16 ans, avait probablement plus envie de vivre que tous les autres et peur de pas grand-chose, et 3 types, sans compétences particulières, mais dont la bonne mine lui inspirait confiance. 3 copains un peu cons, le genre jeune cadre en virée, mais taillés comme des armoires avec des bons yeux pas méchants. Dans le hall de la gare, ils firent part de leur projet au reste du groupe, qui leur souhaita bonne chance sans trop y croire, et ils partirent. On parla peu jusqu'au premier bivouac, après 6 heures de marche. On n'avait rencontré personne durant tout le trajet que des pierres et du lichen. La nuit tombait, et le vent devint glacial. Le militaire prépara un feu et un système pour le protéger du vent. On sortit les provisions de bouche et on décida d'écart. Durant le repas, on essaya de spéculer sur ce qu'on risquait de trouver au bout de la route, ainsi que sur les meilleurs moyens de gagner la partie. Il régnait une sorte d'enthousiasme au sein du petit groupe. L'action, la détermination, repoussant les pensées déprimantes que leur situation suggérait. Au matin, chacun reprit son sac et on marcha à nouveau. Vers midi, la neige commença à tomber. Le vent se remit à souffler. La température chuta. Aucun n'avait de chaussures imperméables et on dut interrompre l'étape prématurément pour se réchauffer. Au moment de repartir, le groupe des 3 copains refusa de poursuivre. Les conditions étaient trop dures, mieux valait faire demi-tour. Et puis, c'est ce qu'ils dirent, ils n'avaient pas bien réfléchi quand ils avaient dit oui. Maintenant, ils comprenaient que l'entreprise était vouée à l'échec, mieux valait déposer le bilan. C'était pas l'avis de Nietcheville, lui continuerait, quitte à en crever. Ceux qui voulaient rentrer n'avaient qu'à le faire, mais ils gardaient les provisions emportées pour l'expédition. La petite troupe se trouva ainsi amputée de 3 membres et continua, dans l'espoir de rencontrer l'ennemi au plus tôt. Il leur fallut encore 2 jours de marche avant d'apercevoir la ligne de barbelés. Ils plantèrent leur bivouac à bonne distance et ce soir-là n'allumèrent pas de feu.
Le militaire sortit une paire de jumelles de son barda, et toute la nuit ils firent des relevés des tours de garde et du positionnement des troupes diverses. Au matin, ils établirent le plan de leur offensive. Inutile d'attaquer le poste de front. À 3 contre 60, ça serait du suicide. Inutile d'essayer de le contourner non plus. Aucun n'avait de pince et les clôtures étaient électrifiées. Le mieux était d'essayer d'attirer une patrouille de surveillance, de leur piquer leur bagnole et de foncer dans le tas. On disposait du flingue de Nietchvili et de celui du militaire, mais il fallait trouver un truc pour attirer leur curiosité, sans non plus les inquiéter. La fille fouilla dans les provisions et en sortit un épais morceau de lard. « J'ai une idée, ça devrait faire l'affaire, dit-elle. De toute façon, une fois de l'autre côté, on trouvera de quoi bouffer. » À quelques pas de leur position se trouvait un repli de terrain surmonté d'un petit tumulus. Elle coinça la couenne de lard avec une grosse pierre et revint se planquer avec les autres. Au bout d'un moment, un renard apparut et tenta de se saisir de l'appât. N'y parvenant pas, il tira de toutes ses forces et se mit à geindre pour appeler à l'aide. Quelques instants plus tard, un autre, puis encore un autre renard arrivèrent. Mais les animaux sont pas moins cons que les hommes, et plutôt que de combiner leurs efforts, ils commencèrent à se battre et à hurler, à qui mieux mieux. L'effet escompté ne tarda pas à se produire. De l'autre côté des barbelés, intrigués par le remue-ménage, les soldats ouvrirent la grille et une jeep quitta le camp. Les 3 maquisards avaient le cœur dans la gorge. Chacun mentalement repassait les consignes. On tente le coup à 3. Si l'un ou l'autre tombe, on ne le ramasse pas. L'urgence, c'est qu'au moins un passe pour alerter le monde et revenir avec des secours. Donc, on ne tire pas sur les salauds d'en face. On les maîtrise juste. Dans le cas contraire, même si on passait, on serait recherché pour meurtre. Truc qui nuit de façon irrémédiable à la crédibilité. La jeep fut sur eux en quelques secondes. Un soldat en descendit et s'approcha du tas de lard. Nietchvili et le soldat contournèrent rapidement le véhicule. Il y avait qu'un passager qui prit un méchant coup de crosse sur la tête et s'effondra en avant. L'autre dehors se retourna pour interpeller son collègue, mais dans la seconde où sa bouche s'ouvrait, la fille lui asséna un coup de pied dans les burnes. On entendit un « Oh !» et le gars se retrouva sur les genoux. Un coup à la tête à cheval travail, il en avait pour quelques heures de sommeil. Nietchvili réenclencha le contact. La fille sauta dans la jeep. Il passa la première, seconde, troisième, dans le même mouvement, et pied au plancher, fonça sur les barrières. De l'autre côté, on ne comprit pas assez vite, et les portes restèrent ouvertes pour leur donner passage. Mais l'instant d'après, ce fut un feu d'artifice. Ça tirait de partout. Il fallut aux 3 fillards se tasser sur les sièges à tel point qu'ils ne voyaient plus la route devant eux. Ils n'avaient pas fait 200 mètres qu'une balle perfora le pneu arrière gauche. Ils s'envolèrent par-dessus un talus, et la jeep atterrit au sol pour se lancer dans une série de tonneaux. Lorsqu'elle s'immobilisa enfin, Nietchvili sonnait, mais indemne leva la tête. Ses 2 compagnons étaient morts. Et merde, par quel miracle s'en était-il sorti, lui? Ça n'était pas le moment de se poser la question. Les militaires allaient être sur lui d'une seconde à l'autre. Décision rapide. Un flanc de colline, juste devant lui, qui aboutit à une route. Se mettre en boule et glisser le plus vite possible. Parvenu à la nationale, il eut bien de la peine à se relever. Il avait l'impression qu'un million de marteaux lui cognaient en même temps sur toutes les parties du corps. Il réussit à se dissimuler dans le fossé et attendit. Les autres là-haut avaient rejoint la jeep, mais aucun d'eux ne s'était lancé à sa poursuite. La seule explication possible était qu'ils n'avaient pas pu compter le nombre d'occupants au moment où la jeep avait foncé sur eux et qu'ils pensaient maintenant avoir arrêté tous les fuyards. Une vague de soulagement lui monta dans la poitrine. Malgré une puissante douleur au crâne, il s'efforça de réfléchir calmement. 1, pas s'attarder, surtout ne pas s'attarder sur ce qui venait de se produire. 2, se concentrer sur la suite. La suite, il l'avait sous les yeux, et c'était plutôt bon signe. La route qui longeait était hors du camp militaire, donc une voie civile qui menait à un monde civil. Le plus dur maintenant était de trouver un nouveau véhicule. Par précaution, il s'obligea à marcher 3 heures, ce qui mit de la distance. Puis il s'éloigna sur la route. Ça restait risqué, mais quoi faire d'autre? Il s'allongea enfin sur la route. Le gars au 4x4 n'eut pas le temps de comprendre. Il s'était penché sur le corps, et l'instant d'après, c'était lui qui se retrouvait aplati sur l'asphalte. Nietchvili lui piqua la corde qu'il avait dans son coffre et le ficela comme un jambon avant de le faire rouler dans le fossé. « Passé, je suis passé » répétait-il, les mains crispées sur le volant du vase, fonçant sur la petite nationale. Il traversait des villages de montagne, croisant des promeneurs, des cyclistes, et ça lui faisait tout drôle de voir le monde, si normal, si pareil qu'avant. Mais il n'avait pas rêvé, oh ça non. Là-bas, loin maintenant derrière lui, des gens étaient en train de mourir. Il fallait qu'il revienne. À la première grande ville, il abandonna le Oise et grimpa dans un bus de ligne qui l'amena jusqu'à une autre ville, pourvue, elle, d'un aéroport. De là, il prit l'avion jusqu'à la capitale. Il n'avait pas dormi depuis 48 heures et se trouvait dans un état d'épuisement extrême, mais remettre sa mission, ne serait-ce que d'une journée, lui paraissait totalement impossible. Dans 24 heures, ils seraient peut-être tous morts. Il fallait faire vite, bien et fort. Le taxi enclencha le compteur.
« On va où ?»« Au studio de Rossia 1, » répondit Nietchlivi. Comme toutes les Mecques, la télévision Rossia Adin était gardée comme une forteresse. Sans accréditation, personne ne passe, personne sauf les types comme Nietchlivi, 30 ans de carrière et pas se laisser emmerder par 2 ou 3 gorilles. Il n'eut pas grand mal à se faufiler et parvint rapidement dans les coulisses d'une émission. Il regarda une pendule, pile les infos du soir. Son timing était parfait. Il allait être servi, tous. Ils allaient être servis, en fait d'infos. Très calmement, il entra sur le plateau et se dirigea vers le pupitre du speaker. Après un court instant de stupéfaction dans l'équipe de tournage, on voulut se jeter sur lui. Mais la témérité a ses limites et lorsqu'il sortit son Baïkal en hochant la tête, on le laissa continuer. Il s'assit à la gauche du présentateur, lui dégrafa son micro et se mit à parler devant des millions de téléspectateurs. Il raconta tout, depuis le départ du train jusqu'à sa fuite. À mesure qu'il parlait, les visages, d'abord moqueurs, se tendirent, changèrent de couleur et virèrent au rouge de la chaleur des spots, au blanc de l'horreur glacée qu'on leur révélait. La tension dans le studio était palpable. Enfin, il se tut et rendit son micro au speaker. Il avait tout dit. Il n'était plus seul. Maintenant, il savait que ses compagnons de misère étaient sauvés. Alors toute sa fatigue lui tomba d'un seul coup sur le corps. Il se leva et dit « Donnez-moi 2 heures pour dormir et je vous amène là-bas. » Il sortit au bras d'une assistante aux yeux rougis de larmes et s'endormit instantanément sur le fauteuil qu'elle avait tiré pour lui. Le speaker terminait son journal des nouvelles du soir. « Chers téléspectateurs, nous allons maintenant reprendre le cours de nos émissions. Grâce au sang-froid de toute l'équipe, un drame a peut-être été évité sur ce plateau car, comme vous l'avez remarqué, le forcené était armé. Nous vous prions encore une fois de nous excuser de la gêne occasionnée, mais ce sont les aléas du direct et nous espérons seulement que les médecins arrivent rapidement. » Ce dont rêva Arkady Nietchlivi sur son fauteuil, personne ne le sut jamais. La seule chose certaine, c'est qu'il ne se réveilla pas. Bonne semaine.